Bien. Donc, nous accueillons à présent, et nous avons le grand honneur de l'accueillir, Frédéric Raphaël, qui est une figure bien connue à Strasbourg et bien au-delà. Il a enseigné la sociologie à l'Université de Strasbourg. Il a passé son enfance à Strasbourg avant de se réfugier avec sa famille en France dite de l'intérieur jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a fait des études de philosophie, de psychologie et de sociologie. Sa thèse de troisième cycle a été consacrée à Max Weber et à son livre sur le judaïsme antique. Sa thèse d'état de sociologie porte sur le judaïsme et le capitalisme chez Max Weber. Et il est professeur émérite et ancien doyen de la faculté des sciences sociales de l'Université de Strasbourg. Il a dirigé la revue, il a été directeur scientifique de la revue des sciences sociales jusqu'en 2016, et il a dirigé aussi le laboratoire de sociologie de la culture européenne. Alors, il a publié de très nombreux ouvrages, principalement sur l'histoire et la sociologie du judaïsme, mais aussi des ouvrages s'adressant à un public plus large, tels que Rire pour réparer le monde, et là on retrouve le thème du rire évoqué aussi par Martina, à propos de l'humour des Juifs d'Alsace et Lorraine, qui est paru récemment en 2021. Donc, il va nous parler de la vie nue des Juifs d'Alsace-Lorraine pendant la Deuxième Guerre mondiale, paria mise au banc de la société des hommes. Je donne la parole. Merci. Merci à vous. Merci de m'avoir invité et de m'avoir permis de parler de problèmes qui continuent à me travailler et que je continue à travailler et qui ne m'ont pas laissé indemne. J'évoquerai un certain nombre de points, d'une façon un peu factuelle d'abord, et on réfléchira ensemble après sur l'aspect plus essentiel de la présence des Juifs en Alsace. Je débuterai cette évocation en parlant du statut des Juifs et de sa répercussion en Alsace. C'est une véritable rupture qu'introduisit dans l'histoire des Juifs français, le 3 octobre 1940, l'adoption par le gouvernement de Vichy du statut des Juifs. Désormais, ceux-ci se trouvaient exclus de toute une série de positions sociales. Le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi était récusé dans l'indifférence de la population française, traumatisée par la débâcle militaire. L'État, qui avait été le garant de la protection des Juifs, allant au-devant de la demande allemande, a trahi les Juifs. Il a détruit définitivement le rapport enchanté des Juifs français avec la République et la France. Ils ont cessé de croire au caractère exceptionnel de leur destin. Ils ont intériorisé l'idée que même le pays qui avait proclamé les droits de l'homme risquait toujours d'être infidèle aux principes qu'il avait lui-même proclamés. L'objectif d'une pleine intégration dans la société française avait été une erreur politique tragique. Pour prendre conscience du choc qu'éprouvèrent les Juifs d'Alsace et de Lorraine lorsque Vichy adopta, donc le 3 octobre 1940, un statut des Juifs, il convient de citer des extraits de la protestation formulée auprès du maréchal Pétain par le général Boris, qui était l'officier juif le plus haut en grade, dénonçant une sanction collective d'une gravité inouïe et associant à sa demande tous ses camarades juifs morts au combat en 14-18 et en 39-40,
il affirme avoir le droit et le devoir d'élever une protestation. Je cite, le droit, parce que j'appartiens à une famille française depuis des siècles et qui a donné à la France nombre de fonctionnaires et d'officiers honorables et honorés, parce que j'ai servi moi-même pendant 44 ans avec une dignité qui, je crois, a été reconnue par tous, parce qu'enfin, je ne reconnais ni le droit ni le pouvoir à personne de contrôler l'amour que j'ai pour ma patrie, amour qui fait partie du patrimoine de mon cœur, de ma pensée, asile inviolable par autrui. Une grande partie de l'opinion française a accueilli le statut des Juifs avec indifférence. Quant à l'ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, il put assurer au maréchal d'État que le Vatican ne lui, je cite, ne lui intenterait nulle querelle pour le statut des Juifs. Quels sont alors les deuxième point, les réactions de la population locale? Dans la nuit du 30 septembre au 1er octobre 40, un commando des jeunesses hitlériennes du pays de Bâle, composé en partie d'Alsaciens, mit le feu à la grande synagogue de Strasbourg. La signification et la portée de cette purification sont bien précisées par Paul Schall, un ancien militant autonomiste rallié au nazisme, dans un article de la Strasbourger Neues Nachrichten du 7 mars 1941. Rien ne doit plus rappeler le judaïsme qui n'était pas toléré à Strasbourg, ville libre et impériale, et qui avait pu s'infiltrer au XVIIe siècle avec l'aide française. Depuis lors, le judaïsme s'était installé par le parasitisme aux dépens du peuple alsacien. Les Juifs sont partis, mais sur la place où se trouvait la synagogue, les nationaux socialistes de Strasbourg défileront bientôt sous les plis du drapeau à croix gammée. Ainsi sera scellé leur attachement définitif au Grand Reich allemand. Désormais, l'Alsace est débarrassée d'une vermine étrangère, qui avait prospéré en minant le corps sain de cette province essentiellement wesentlich allemande. Par la suite, pour effacer toute trace, je le cite, de cette souillure, les décombres de la synagogue furent rasés. Du nord au sud de l'Alsace-Lorraine, nombre de synagogues furent détruites et incendiées, ne furent épargnées que celles qui étaient étroitement imbriquées dans le tissu du bourg. Leur destruction aurait mis en danger les maisons avoisinantes. Les cimetières juifs furent davantage épargnés que les synagogues, comme si l'on craignait de s'en prendre aux morts. Mais des tailleurs de pierre, comme ce fut le cas à Colmar, n'hésitèrent pas à récupérer et à recycler les tombes. Dans certains bourgs, on les utilisa pour paver les rues, les cours, les allées des jardins. Elles furent intégrées dans les murs des maisons avoisinantes
avant que d'être recouvert de crépi, elles servirent aussi à édifier des murets au bas des vignobles. Les réactions de la population locale furent très contrastées et souvent tout à fait imprévisibles. Des voisins dont les Juifs avaient partagé l'existence durant plusieurs générations prirent leur distance, se gardant de toute compromission avec ceux qui étaient stigmatisés. Certains, et j'en ai fait l'expérience, certains allèrent jusqu'à interdire à leurs enfants de jouer avec leurs camarades juifs. Des portes se sont refermées. Inversement, il y a eu aussi des villageois avec lesquels les Juifs étaient peu liés, qui vinrent spontanément à leur rencontre en leur demandant s'ils pouvaient faire quelque chose pour eux. Si, jusqu'à l'incorporation de force de 1942, c'est l'attentisme qui caractérise l'attitude d'une proportion élevée de la population d'Alsace et de Moselle, il y eut également, dès le début de l'occupation, des engagements significatifs par fidélité à la France et par nationalisme des membres des mouvements d'extrême droite tels que la Cagoule refusèrent la défaite. Il en fut de même pour les ouvriers du Parti communiste qui, malgré le pacte germano-soviétique, décidèrent de résister. Ce fut notamment le cas de certains cheminots des ateliers de Bichat et, par la suite, de jeunes catholiques regroupés en cercle d'études d'aumôniers hostiles à l'idéologie nazie, firent de la résistance. Dans le monde luthérien, plus imprégné de culture germanique, ce furent surtout des personnalités isolées qui décidèrent de faire face. Je vais peut-être avancer pour éviter de parler de l'expulsion d'Alsace à partir de septembre 1939 et de l'ordre de mobilisation générale. Il y a eu plusieurs vagues d'évacuation d'Alsaciens et de Mosellans, surtout vers le sud-ouest, mais il faut bien reconnaître que de fortes pressions s'exerçaient à partir de l'automne 40 sur les Alsaciens normands, considérés de race allemande, Volksdeutsche, pour qu'ils rentrent dans la Heimat. Les Juifs se virent interdits de retour. Dès juillet 40, les deux Gauleiter avaient décidé qu'il n'y avait plus qu'ils n'avaient plus leur place dans une Alsace et Lorraine germanisée qui devait, j'insiste sur le terme, qui devait être purifiée de toute présence juive. C'est pas seulement Judenfrei, c'est Judenrein. Je voudrais aussi dire que lors de cette expulsion des Juifs d'Alsace et de Lorraine, il y a eu d'abord de la part des Juifs des réactions contrastées. Il y avait des endroits comme à Mulhouse où ils furent contraints de laver mouiller les rues alors qu'ils
arrosés, aspergés par les soldats allemands, et défilaient dans les rues en criant « Nous, Juifs, nous sommes responsables de la guerre, nous confirmons, ou encore, toute notre vie durant, nous avons trompé les gens. » Je voudrais, ceci aboutit à des drames, à des suicides, comme c'est le cas du docteur Elias de Mulhouse et le Chazal, le chantre de Lixal, qui se suicida. La fille du chantre du Chazal de Lixal dut éponger le sang et suivre le convoi funèbre en portant le torchon maculé. D'autres juifs moururent d'épuisement sur la route. Mais je voudrais aussi que, et j'y tiens beaucoup à mentionner, que la municipalité et des habitants de certaines localités où des camions et des wagons déversaient une cargaison de juifs transis à bout de force, les municipalités, des individus se dévouèrent pour les nourrir, les soigner et leur trouver un abri. Ce fut le cas notamment à Longchamp-Saunier, à Dôme, à Raon. Après avoir passé la ligne de démarcation, des centaines de personnes furent accueillies par des habitants des villages environnants qui les transportèrent en pleine nuit avec leurs bagages, et comme les jeunes étaient pour la plupart encore mobilisés ou prisonniers, ce fut la population âgée de ces cités, de ces communes appauvries, qui se dévoua fraternellement. Je voudrais insister peut-être maintenant sur les réactions juives. Je vais esquisser et puis je y reviendrai peut-être plus tard. À la suite du repli dans le centre et le sud de la France, nombreux furent, et j'ai été étonné par le pourcentage, nombreux de juifs d'origine alsacienne et mosellane s'engagèrent dans la résistance. Les associations de réfugiés et d'expulsés d'Alsace-Lorraine étaient dans l'ensemble maréchalistes et se reconnaissaient pleinement dans les valeurs que prônait le régime de Vichy. Les dirigeants du principal groupement qui se constitue à Clermont-Ferrand en janvier 1941, le Gérald, groupe d'entraide des réfugiés d'Alsace et de Lorraine, les dirigeants n'élevèrent pas la moindre protestation contre les mesures discriminatoires dont étaient victimes les Juifs. De même, les anciens chefs du scoutisme catholique alsacien qui créèrent des centres pour accueillir et former les jeunes réfugiés ne dénoncèrent pas le statut des Juifs. Et je voudrais simplement mentionner les responsables communautaires strasbourgeois qui ont fait face, notamment le docteur Joseph Leib et l'architecte Lucien Grandbach, qui dès mars 40, mirent sur pied à Périgueux l'aide sociale israélite. Leurs efforts, relayés sur le terrain par Laure Veil et Fanny Schwab, permirent aux réfugiés de la zone sud
de faire face tant bien que mal. Il a fallu également prendre en charge les institutions de vieillards repliées à Sarlat et aux Ésis et l'orphelinat de Bergerac. Je voudrais enfin mentionner, à la suite de l'invasion de la zone sud, le travail de Janine Bloch, assistante à l'aide sociale israélienne de Périgueux, qui s'employa à placer les enfants dans des écoles non juives, dans des couvents, des familles, auprès de familles, et à trouver des refuges pour adultes. Janine Bloch sillonna inlassablement une large contrée pour rendre par la suite visite aux enfants. Le 11 mai 1944, elle fut arrêtée par la milice, porteuse de fausses cartes d'identité destinées à des juifs cachés dans la forêt, et la somme de 67 000 francs pour le paiement des pensions d'enfants cachés. Emprisonnée à Périgueux, elle fut traduite devant le tribunal correctionnel qui la condamna à 9 mois de prison, en représailles aussi de la recrudescence des actions de résistance, notamment dans le sud-ouest. Les forces d'occupation et la milice multiplièrent les arrestations d'otages juifs. Nombreux furent, je l'ai dit, les juifs qui s'engageaient dans la résistance, notamment ceux qui étaient à Clermont, à l'université de Strasbourg, qui à partir de 1943 était repliée à Clermont. Cette université devint une cible privilégiée de la Gestapo et de la milice, et lors de rafles, notamment du foyer de la Gallia, fut arrêté notamment Jacques Felbeau, brillant doctorant en mathématiques, suite aux dénonciations d'un traître, Georges Mathieu, je dis bien aux dénonciations d'un traître, Georges Mathieu. Des professeurs furent arrêtés, d'autres furent abattus, les Juifs étaient acheminés vers Drancy et ensuite déportés en Allemagne. Le professeur de médecine Marc Klein fut arrêté en mai 1944 en gare de Saint-Étienne. Je vis par la suite le nombre de jeunes juifs d'origine alsacienne et lorraine s'engagèrent dans la résistance, et notamment un certain nombre qui avaient bénéficié de la formation des éclaireurs israélites se rendirent à Lautrec et voulurent se défendre des armes à la main. Ils rejoignirent les monts de la Gaune, très favorables à la résistance. Ils purent se procurer des armes, se soumirent à un entraînement intensif, et par la suite, ils rejoignirent le secteur de Vabre dans le Tarn, où ils livrèrent le combat, arrêtèrent des trains allemands, et bien entraînés, armés, les EI, les éclaireurs israélites de la compagnie Marc Haguenau, c'est le nom général du secrétaire général des EI assassinés par la Gestapo, ils se préparèrent avec détermination au combat. Je voudrais dire enfin, je ne veux pas mentionner les figures, autres figures de la résistance d'origine alsacienne, avec toute la palette
pense au Conseil national de la résistance figurait Pierre Villon, qui en fait s'appelait Giesburger et qui était le fils du rabbin de Soultz dans le Haut-Rhin. Et il avait été très proche des communistes. Je pense aussi à Lucie Samuel, la future Lucie Aubrac, qui était active à combat, qui avait été agrégée d'histoire au lycée de jeunes filles de Strasbourg, de 38-39. Je pense au docteur Pavlel et au professeur Max. Je ne peux pas évoquer les déportations, je le saurais. C'est un peu dur pour moi. Et le sort des prisonniers, je veux dire que le sort, en résumé, le sort des prisonniers juifs a été très contrasté. Certains étaient dans les Hoflag pour officiers, où quelque part une vie intellectuelle, une vie collective continuait, malgré l'antisémitisme d'un certain nombre d'officiers qui accusaient les Juifs de la débâcle et de l'échec de la guerre. Et je voudrais quand même évoquer les justes, parce que c'est important. Les désastres de la guerre furent dramatiques pour le judaïsme alsacien et lorrain. Dans la tourmente, la communauté de Strasbourg a perdu près d'1 millier de ses membres qui furent déportés, fusillés ou encore victimes de privation. Presque tous les rabbins de Strasbourg disparurent dans les camps d'extermination, dans la résistance ou en exil. Je dois dire que s'ils se sont heurtés à l'indifférence, voire même l'hostilité affichée sur les routes de l'exil, parfois, ils ont bénéficié, j'ai déjà évoqué, de l'aide sous des formes diverses de compatriotes, notamment alsaciens-lorrains, qui leur ont sauvé la vie. L'abandon de la période qui précède le départ, lorsqu'en quelques jours tout a basculé, que des amitiés tissées sur des générations, comme je l'ai évoqué, se sont défaites, a été et reste une expérience traumatisante, mais motivée par un engagement politique, religieux ou laïque, ou animé d'un profond sentiment d'humanité des hommes d'origine alsacienne et lorraine, ont ouvert leurs portes pour accueillir les Juifs traqués et désemparés. Ils ont témoigné de leur solidarité à ceux qui étaient livrés à la vindicte populaire. Et je ne fais que mentionner ici l'accueil et l'attitude admirable de certains lieux, notamment comme le Chambon-sur-Lignon, au lieu du protestantisme. Mais je dois ajouter tout de suite que les catholiques de la commune ont suivi la même attitude, ont eu la même attitude. Et puis, il y a Chambon-sur-Lignon, et puis il y a un autre village qui a accueilli, caché les réfugiés, dont les réfugiés juifs. C'est près de Montélimar, à Dieu-le-Fils. Là aussi, village en majorité constitué de réformés protestants, mais où le reste de la population catholique a parfaitement suivi et notamment n'a jamais dénoncé
et a toujours aidé. Et pour moi, ils ont sauvé l'humain en l'homme, et c'est fondamental encore pour aujourd'hui. Je voudrais terminer ici en sautant des passages, évoquer l'œuvre de secours à l'enfance, l'OSE, qui a sauvé des milliers d'enfants pendant la guerre. Sauvetage qui s'est opéré grâce à l'aide de prélats catholiques, de responsables protestants et surtout de couvents, d'écoles qui ont caché, abrité ces enfants traqués. Et je relis avec difficulté à l'heure actuelle, j'ai relu l'attitude de juifs qui essayaient de persuader d'autres juifs, des parents, d'abandonner leurs enfants, de les confier à l'OSE, alors qu'eux allaient être déportés. Et rapportant comment des pères caressaient le visage de l'enfant comme la seule chose qu'ils pouvaient emporter avec eux. Ce qui m'a frappé aussi, je résume, c'est que dans tous les lieux de cache, dans les fermes-écoles, l'accent a été mis non seulement sur l'apprentissage de l'artisanat, du travail agricole, de l'histoire des Juifs, et aussi l'accent a été mis sur l'étude. Et je dois dire que le consistoire central, qui a dû s'incliner devant la mainmise de Vichy, a servi à abriter ces mouvements de résistance. Donc le problème est complexe. La plupart les trois dirigeants du consistoire central ont été déportés avec leur famille. Il y a eu chaque fois la relève, et notamment la relève par les Alsaciens, comme le président Léon Maes. Je voudrais pour conclure simplement rappeler que quelque part cette expérience est restée comme une plaie vive, que bien sûr elle reprend son acuité lorsque l'antisémitisme non seulement se réveille et s'affirme à nouveau au grand jour. L'Alsace-Lorraine avait été une terre d'accueil où, à partir de la deuxième partie du 19e, le mot juif n'avait plus sa dimension d'opprobre, d'exclusion. Si pendant longtemps on a dénoncé l'usurier, le prêteur sans scrupule, peu à peu, le pouvoir, le bourreau du Christ, peu à peu, dans cette terre, l'Alsace et la Lorraine ont été une terre d'accueil où les Juifs étaient considérés non plus Juden, les Juifs, mais unsere Juden, nos Juifs. Nos Juifs, ils faisaient partie de la communauté villageoise avec leurs coutumes spécifiques que l'on respectait, comprenait, mais avec donc la différence, mais en même temps, on vivait côte à côte et on s'entendait bien. Je termine par une anecdote, j'en ai pu dire, notamment sur l'idéage du Jiddischdeutsch, du judéo-alsacien, que les Juifs parlaient entre eux comme étant la langue
la langue de la connivence, d'accord, mais la langue de la familiarité, la langue de l'expérience partagée, et nombre de non-juifs qui vivaient près des juifs ou qui faisaient commerce avec eux comprenaient bien le Yiddishkeit. Et j'ai cette anecdote qui m'a été racontée par l'acteur, c'est qu'un juif, on vient avertir un juif qu'un paysan veut lui vendre une vache et il demande qu'il passe du haut de saute comme seulement le juif est malade, il se sent pas bien et il décide d'envoyer son fils. Et son fils se rend chez le paysan, mais l'affaire ne se conclut pas. Et le paysan furieux dit après au juif, was hast du vor einer geschickt? Mit dem konnte man mich auch gar nicht retten. Qu'est-ce que tu m'as envoyé comme bonhomme? Avec celui-là, on ne peut même pas parler. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas parler Yiddishkeit. Et donc, on n'avait pas avec lui la langue commune. Je vous remercie. Voilà, un immense merci pour votre intervention. Il nous reste un peu moins de temps, mais 7 minutes pour des questions. Donc, parlez bien dans le micro pour que Frédéric Raphaël puisse comprendre vos questions. Vous parlez à la fois fort et lentement, s'il vous plaît. Oui, bonjour Jean-Michel. Je voudrais juste rajouter un petit témoignage à propos de Dieu le Fils. Ce que vous avez dit est très juste. Je voudrais compléter en disant que le maire de Dieu le Fils était considéré comme un collaborateur et il l'était. Et sa secrétaire de mairie organisait la protection des juifs parmi les familles. Et quand le maire était au courant d'une descente allemande venant de Montélimar, qui est tout proche, il disait à sa secrétaire, écoutez, prenez donc un petit jour de congé. Et le message était passé. Et ceci a fait que durant toute la guerre, personne n'a été arrêté. Et le village est juste parmi les justes. Et le maire, collaborateur, il y a eu une épuration, et finalement ça s'est bien terminé pour lui, parce que d'une certaine façon, lui aussi a protégé beaucoup de monde. Bon, alors la question était simplement, l'intervention était un témoignage pour confirmer, pour préciser comment la résistance s'est organisée avec le Fils et comment le secrétaire de mairie, en lien avec le maire de la commune, s'est employé à prévenir toutes les descentes de la police, de la Gestapo ou de la police pour éventer des essais de mettre à mal la structure qui avait été mise en place. Voilà. Tout à fait d'accord. Merci. Merci beaucoup. C'est une interrogation que je n'ai pas réussi à résoudre. Quand on étudie les communautés juives d'Europe, qu'on regarde les survivants après la guerre, il y a une disparité étonnante entre les différents pays. Alors je veux bien qu'il y ait eu de l'antisémitisme en Pologne, mais quand on regarde l'essor des juifs des Pays-Bas, où je rappelle que des dockers ont fait une grève pour protester contre le sort fait aux juifs, c'est quand même, je crois, le seul exemple, les juifs des Pays-Bas ont été assez fortement exterminés. Alors que si on regarde le taux des juifs en France, eh bien, il y a énormément de ce dont j'ai plus le chiffre. Alors comment peut-on expliquer? Je ne crois pas que les Français étaient plus vertueux que d'autres pays d'Europe. Est-ce que parce que la France est plus rurale, qui a plus facilement se cacher
à Champon-sur-les-Dos, dans les montagnes, ici et là. Et en Auvergne, j'ai le témoignage d'une dame juive de Mulhouse, qui s'appelait Dreyfus, une relation avec le capitaine, qui nous racontait qu'elle était en Auvergne. Alors, elle avait ses papiers avec un faux nom, et puis elle ne pouvait plus. Donc, elle avait sa carte Dreyfus sur elle. Dieu merci, personne ne l'a contrôlée. Voilà. Donc, comment expliquer cette différence statistique entre les pays? Question. Je ne peux pas expliquer, je peux que constater ce qui s'est passé. C'est que quand les Juifs, dans les années 30, sont venus, fuyant les pogroms d'Europe de l'Est, d'Europe centrale, les réactions ont été très contrastées. Il y avait chez les Juifs établis, intégrés, une espèce d'étonnement devant ces Juifs qui étaient nouveau un peu des Juifs errants et qui, quelque part, avaient dû fuir leur pays, et en contraste avec les mouvements jeunesse, avec les consistoires du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, de la Moselle, qui ont fait une politique d'accueil extrêmement active en créant près de 30 fermes écoles en Alsace-Lorraine pour apprendre, comme je l'ai dit, le métier de la terre, l'artisanat, et préparer à partir en Palestine. Et je dois dire qu'effectivement, ce qui s'est passé, c'est que sur les routes de l'exil et dans la persécution, les Juifs d'Alsace, quels qu'ils soient, ont découvert que leur sort, leurs conditions, avaient la même fragilité que celle des Juifs d'Europe centrale. Oui, Patricia Colomb, je voudrais vous remercier pour votre remarque sur la langue, parce que vous m'avez rendu quelque chose de très précieux à l'instant. Je repense à Charlotte Herfray qui nous parlait du mot mensch, et je me souviens comme mulhousienne, enfant, dialectophone par ma mère, francophone par mon père, qu'on allait chez le bal de la Lévy encore dans les années 60, 70, qu'on allait acheter des chaussures chez Papa Lévy, parce que c'était dans le quartier et que ma mère travaillait dans le quartier. Et je n'avais jamais songé que dans cette volonté opiniâtre de ne pas perdre ce dialecte, il y avait aussi la référence à la trace d'une époque où on pouvait parler ensemble. Merci. Cette réaction était un hommage à votre dernière remarque sur l'usage du dialecte judéo-alsacien, dans la mesure où Madame ne s'était pas rendue compte jusque-là, alors qu'elle était sensible à cette question, de l'importance du lien que crée également l'usage et la compréhension de cette langue entre juifs et juifs. Voilà. Bon, ce sera la dernière question. C'est peut-être juste une rapide réaction à la question de Madame sur les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il y a eu énormément de juifs qui sont morts dans les camps de concentration à cause du fait que l'administration néerlandaise était hyper bien réglo, bien organisée, tout le monde était bien fiché et ils ont complètement joué le jeu, contrairement à, par exemple, les Danois où tout le monde a porté l'étoile. Alors ça c'est une courte réponse. Moi je sors de ces deux journées avec des choses qui me touchent profondément. On va de niveaux différents, niveaux très différents. On parle de portraits de personnes, on parle beaucoup de pasteurs, là on parle de votre expérience de communauté juive. Je me pose la question de la place des communautés justement, et quels sont les rôles de nos langues que nous parlons. Là je rejoins Madame aussi, quelles sont les langues qui nous renouent,
comment dire, qui nous relie, qui nous permet de parler ensemble. La question de minorité, qu'est-ce qui ça fait être minorité, majorité, qu'est-ce qui fait que nous engageons, et j'aurais très envie de continuer suite à ces journées, de creuser ces questions qui touchent à des niveaux très très différents. Voilà. Merci pour ce qui était plus une remarque. Merci encore un immense merci.